Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois l'auteure Suzanne Aubry. Bonjour Suzanne, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très très bien. Très occupée, mais ça va très très bien. Très très contente de t'avoir avec moi en studio et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu es diplômée en écriture dramatique à l'École nationale de théâtre du Canada. Tu as écrit pour la télé, le théâtre, le cinéma et tu as lancé ton premier roman, Le Fort intérieur, en 2006. Et on t'a connu entre autres avec la méga série Fanette qui t'a occupé de 2008, en fait qui a été publiée de 2008 à 2014, 7 tomes sur la vie de Fanette, une saga où on racontait le destin d'une orpheline d'origine irlandaise qui est exilée du côté de Québec en 1847. C'est bien résumé. Pour 7 tomes, c'est très bien. Et justement, parlons-en rapidement de Fanette, ça t'a occupé pendant longtemps. Est-ce qu'au départ, tu avais en tête de faire autant de tomes? Le contrat prévoyait 6 tomes en partant. OK. Puis ce qui était déjà énorme, 6 tomes de 500 pages. Moi, j'avais dit à mon éditeur, j'avais dit, écoutez, c'est fantastique, vous me faites confiance pour 6 tomes, mais moi, j'aime pas me répéter. Alors, si après le premier, je sens que la matière s'épuise, on s'en parle, et puis je vais arrêter là. Et à chaque tome, on pourrait en revenir, puis se dire, bon, ben là, l'histoire est racontée. Mais là, ce qui arrivait, c'est que plus j'avançais, plus j'écrivais, plus il y a des personnages qui sortaient de ma boîte à histoire. Et puis, ça se développait, puis ça prenait des proportions immenses. Et puis, à un moment donné, j'ai même pas eu assez de 6 tomes. À ma grande surprise, je me suis rendue jusqu'à un 7e parce que je voulais terminer mes histoires. Je voulais pas laisser les lecteurs en suspens ou avec des intrigues pas terminées. Alors, ça a été... Puis, j'ai même eu de la difficulté à terminer au 7e tellement il y avait d'histoires et de personnages qui voulaient encore vivre, qui voulaient encore être racontés. Et c'était un gros travail de recherche parce que dans tes ouvrages à toi, il y a de la fiction, mais il y a aussi des trucs qui sont la vie réelle. Ah oui, mes personnages principaux étaient fictifs, mais tout de même, ils s'inscrivaient dans une page d'histoire très importante du Québec et un peu méconnue, celle dont on a parlé, de l'exil d'un milieu d'Irlandais sur la côte est américaine, mais aussi particulièrement à Québec. Et donc, la recherche, j'ai fait beaucoup de recherches en amont, avant l'écriture, avant même de commencer à écrire le premier mot. Puis ensuite, chaque jour, je faisais des recherches, que ce soit pour le nom d'une rue, pour le nom d'un personnage qui avait existé, pour un endroit, pour le genre de maladie qui existait à l'époque et comment elles étaient traitées. Parce que j'ai beaucoup d'imagination. Je me suis rendu compte de ça en faisant Fanette. J'étais pas une personne qui pensait en avoir beaucoup, mais finalement, j'en ai beaucoup plus que je pensais. Mais l'imagination doit nous entraîner dans toutes sortes de sentiers de fiction, c'est certain, mais on doit pas faire d'erreurs historiques. Ça, c'est impardonnable. Donc, j'essayais de travailler très fort pour apprendre aux gens aussi quelque chose à propos de l'histoire sans que ça soit un cours. Puis, j'essayais de pas me tromper. Par exemple, à l'époque, la pneumonie, évidemment, nous, on sait que c'est contagieux, mais à l'époque, on ne savait pas. Alors, il faut savoir ça. Il faut savoir quels étaient est-ce qu'il y avait une médecine pour guérir ça? Bon, les transports, par exemple, mes personnages voyageaient beaucoup. Alors, j'ai étudié énormément les transports, que ce soit les omnibus qui étaient tirés par des chevaux sur des rails, ou bien les trains à vapeur qui ont commencé un petit peu à ce moment-là, au charbon d'abord, puis ensuite à vapeur, les bateaux, tout ça, il fallait. Puis moi, je suis pas une ingénieure, je suis pas une spécialiste, alors je devenais un peu médecin, un peu navigatrice. C'est très intéressant, on s'ennuie pas. Et comment est venue l'idée, justement, de vouloir traiter de cette période-là? C'est que moi, quand mon éditeur cherchait une saga historique, puis je cherchais une époque intéressante. Puis je trouvais que la Nouvelle-France, c'était passionnant, mais il y avait eu beaucoup de livres publiés là-dessus. Puis le 19e siècle, c'est un siècle qui m'a toujours fascinée. C'est le siècle des grands auteurs, Alexandre Dumas, Dickens, des auteurs que j'ai beaucoup lus. Et puis c'est un siècle plein de contrastes où t'as à la fois un grand progrès au niveau de la médecine, des transports dont on parlait tout à l'heure, des progrès scientifiques, mais en même temps, les droits humains ont pris une débarque, pour parler en bon québécois. Donc, les droits des femmes sont devenus de mal en pis. Elles ont perdu le droit de vote qu'elles avaient comme femmes propriétaires. Il y avait comme un petit trou dans la loi, puis elles en profitaient pour voter. Ben là, on s'est empressé de boucher ce trou-là. Donc, les femmes ont perdu le droit de vote. Et la condition des enfants était atroce, travaillant dans les usines, dans des conditions épouvantables. Alors, c'est ça, ces contrastes-là qui me passionnaient. Ça fait des bons romans, bien sûr, les contrastes, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a des changements, il y a des contradictions. Alors, j'avais choisi mon époque
mais le thème, je l'avais pas encore, le sujet n'était pas encore choisi. Là, je faisais des recherches, puis à un moment donné, je suis tombée sur cette fameuse famine de la pomme de terre en Irlande. Et là, j'en savais un peu, mais pas tant que ça. Puis là, j'ai lu là-dessus pendant des jours et des jours. Puis là, j'ai découvert l'exil de beaucoup d'Irlandais à Québec, qui est une ville que j'aime énormément. Et là, c'était parti. Wow! Et tu as vendu près de 100 000 exemplaires. Je sais pas si les chiffres ont changé depuis. En fait, c'est dans ces eaux-là. Et puis, ça va continuer à augmenter parce que la saga, évidemment, continue à vivre, continue à se vendre. Et elle sera distribuée très, très bientôt en anglais? Oui, parce que j'ai repris les droits de traduction étrangers, puis au Canada, et j'ai engagé une traductrice, et puis ça va sortir en format numérique le 25 novembre, si ma mémoire est bonne. Ça va être sur mon site, un nouveau site web que je vais rendre public, et je suis devenue éditrice, en quelque sorte. Et ce qu'on souhaite très, très fort, c'est qu'un distributeur ou un diffuseur accepte de faire Fanette. Il me semble que ça ferait tellement une belle série à la télévision. Ah, ça serait merveilleux. Puis il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs et de lectrices qui m'en parlent, qui rêvent d'une série. Ce qui est triste un peu, c'est que les budgets, on parle d'argent, ça jaillit ça en art, mais c'est une réalité. À Radio-Canada, on a vu que ça a été coupé, il y a eu des compressions énormes depuis plusieurs années. Mon espoir, c'est que ça change et qu'on recommence à subventionner notre télévision, notre télévision publique est tellement importante, y compris dans les régions. Alors, c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas des budgets plus importants, une série historique d'envergure, ça va être difficile d'en faire comme on a connu dans les belles années de Blanche, par exemple, et des Filles de Caleb. Moi, c'est ce que je rêve de faire et j'allierais mon métier de scénariste avec celui de romancière et ça serait une façon merveilleuse de faire les deux, finalement. On va se croiser les doigts. Oui, on se croise tous les doigts. Et dernièrement, tu as lancé un roman unique. Oui, un nouveau roman. Qui s'intitule « Ma vie entre tes mains », qui se passe du côté du Manitoba. Oui. Dans le coin de Saint-Boniface, de Gravelbourg. Oui, en Saskatchewan aussi, dans les villages du sud de Winnipeg. Ça commence à Montréal et ensuite les lecteurs vont faire un immense voyage. Et t'as voyagé, toi, justement, dans les prairies il y a quelques années. Oui. Et c'est de là que l'inspiration est venue, je pense, de l'endroit où allait camper le roman. Tout à fait. C'est en faisant ce voyage-là qui était prévu. En fait, c'est un voyage de recherche que j'avais fait pour une série télé qui s'est pas faite finalement. Mais j'avais pris plein de photos. J'avais rencontré plein de gens. J'avais pris des notes, énormément de notes. Je suis un écureuil. Moi, j'ai toujours mon carnet de notes puis tous les sujets m'intéressent. Et pendant que je terminais Fanette, le 7e tome, l'idée de faire un roman de cette belle histoire m'est venue et c'est devenu « Ma vie est entre tes mains ». Est-ce que tu veux un peu raconter aux auditeurs l'histoire? Oui, mais je vais essayer de pas vendre les punchs parce que c'est vraiment une histoire pleine de rebondissements et de suspense. C'est pas un roman policier, c'est un roman tout court, mais je me sers quand même des ressorts du suspense pour que les lecteurs puissent pas lâcher le livre. C'est un peu ma marque de commerce, si vous voulez. Alors, c'est au point de départ, c'est mon héros qui s'appelle Michel, qui vit à Montréal. C'est un jeune homme qui est bien marié, heureux en ménage, avec un enfant de 9 ans qui est autiste. Et du jour au lendemain, sa femme part avec son enfant. Il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas, elle ne lui a pas laissé de note, c'est le mystère total. Et il finit de fil en aiguille par deviner où elle est allée et retourne dans son Manitoba natal où il ne devrait pas retourner parce que dans le passé, il y a eu une tragédie qui est arrivée et il y a 14 ans. Et donc, s'il retourne au Manitoba, ça va être très dangereux pour lui. Alors, la table est mise. Oui, c'est ça. Puis il y a plein de personnages. Au début, on comprend pas trop c'est quoi les liens entre ces gens-là. Et là, au fil du roman, on comprend tous les liens. Exactement. Tout est lié. Il n'y a pas un fil que j'ai laissé au hasard. Pas un mot, pas un personnage qui n'a pas sa place dans l'histoire. Et c'est comme un puzzle. C'est-à-dire que plus on avance dans l'histoire, plus on se dit « Ah, mais est-ce que ça serait ça? Puis qu'est-ce qui est arrivé? » Puis on en apprend plus sur la tragédie qui est arrivée il y a 14 ans. Et là, on veut absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais même quand on l'apprend, on ne sait pas tout. C'est comme des poupées russes où on découvre une vérité, puis après ça, il y a une autre vérité qui se cache derrière jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin, vraiment. Et c'est aussi chacun des personnages, aussi son regard sur les événements qui font qu'on commence à comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Exactement. C'est du point de vue, finalement, de 4 personnages dans l'histoire. Et tous les autres personnages qui sont périphériques à l'histoire, qui sont... Alors, c'était incroyablement compliqué à écrire parce que c'est sur 2 périodes en plus, et ici et maintenant, puis après ça, 14 ans auparavant. Et puis c'est du point de vue de chacun des personnages qui avancent dans l'histoire. Alors, c'était très complexe. Des fois, je m'arrachais les cheveux de la tête en me disant « J'y arriverai jamais », mais je me faisais confiance et je faisais confiance à l'histoire et aux personnages qui m'habitaient. Et à un moment donné, vers 3 mois avant la fin, tout s'est mis en place.
tout le puzzle était là. Je l'ai vu et c'était une des plus belles journées. Parce que on s'est vu il y a quelques mois, puis tu m'as dit « J'ai trouvé ma fin ». Oui. Oui, c'était inattendu, en fait, parce que je savais qu'il y avait une fin qui m'apparaissait, mais là, il y a une autre fin qui m'est apparue, et c'était vraiment surprenant. Ça m'a même surprise moi-même. Je me dis, c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Alors, j'ai écrit la fin, et je suis retournée un petit peu en arrière pour retravailler les passages pour amener cette finale-là. Wow! Et comment t'as fonctionné avec des plans? Non, ben j'ai un plan de départ. J'avais un plan d'une 30aine de pages, mais je l'ai énormément modifié. Pour moi, c'est important d'avoir un plan, mais c'est important que le plan soit libre, que je puisse le briser à un moment donné, que je puisse le changer, que je puisse le transformer, parce que sinon, l'écriture risque de se figer. Et moi, je veux que ça soit fluide. Tout mon travail, c'est que mon travail paraisse pas. Mm-hmm. C'est paradoxal, mais c'est vrai que plus je travaille, plus ça semble simple. Et plus les lecteurs ont l'impression que ça coule de source, mais c'est parce que j'y ai mis énormément de sueur et de travail et de temps. Et ça a pris combien de temps l'écrire, ce roman-là? Ça a pris toute ma vie. Ah oui? Je dis ça parce que les thèmes que j'ai abordés dans ce roman-là sont des thèmes que j'aurais pas pu aborder à 20, 30 ans, 40 ans. C'est des thèmes qui viennent avec la maturité. Des thèmes, le cancer, par exemple, j'aurais jamais pu en traiter avant, et là, j'étais capable de le faire de façon humaine et pas de façon pleurnicharde. Oui, j'aime pas ça. Je suis pas sentimentale dans ce sens-là. D'en parler avec le courage que ça prend pour aborder ce genre de situation-là. Et beaucoup de gens vivent ça. Alors, et ils trouvent pas toujours les mots pour en parler. Puis moi, je voulais leur donner les mots pour en parler. Un thème, moi, qui m'a touchée, c'est la perte d'un enfant, puis on voit les répercussions sur la famille, la réaction des gens qui est différente. Oui, il y a beaucoup de thèmes que j'ai abordés, mais au fond, ils se rejoignent tous. C'est comme des confluents qui rejoignent une grande rivière. Si tu me permets, Suzanne, on s'arrête et au retour, on continue de parler de Ma vie entre tes mains. Avec plaisir.